Vas-y. Il se passe quelque chose d'intéressant sur la ligne de front ukrainienne. Les forces ukrainiennes ont lancé leur contre-offensive la plus réussie depuis 2 ans et demi. Mais les commandants ukrainiens ne diront rien à ce sujet. En fait, ils minimisent activement ce qui s'y passe, disant au public que ce n'est pas du tout important. Mais les Russes, eh bien, ils paniquent. Les blogueurs de guerre russes accusent le Kremlin. Les soldats accusent leurs propres commandants d'être des espions étrangers. Et l'Église orthodoxe prie littéralement pour que Telegram revienne. Cela a commencé car la Russie a fait une erreur catastrophique. Ils sont devenus complètement dépendants de Starlink et de Telegram, puis les deux ont été coupés en même temps. Laissez-moi vous expliquer. Au cours de la semaine dernière, l'Ukraine a repris environ 201 km² de territoire, soit à peu près 80 miles², ce qui correspond à la taille de Boston. Rien que dans la région de Zaporizhia, ils ont repris 12 villages et l'armée russe a été repoussée de 5 à 10 km de la ligne de front. Voici pourquoi cela est dévastateur pour la Russie. Ces avancées ont effacé près de 3 mois d'opérations offensives russes, soit 90 jours d'attaque désormais réduits à néant. En moyenne, la Russie subit environ 1000 à 1100 pertes par jour. Cela signifie qu'environ 90 000 Russes ont été tués ou blessés au cours des 3 derniers mois. Ils ont été sacrifiés pour obtenir ces avancées que l'Ukraine a reprises en moins de 7 jours. Mais comme je l'ai dit plus tôt, ce qui est intéressant, c'est que les commandants ukrainiens ne disent rien. En fait, ils disent activement aux journalistes que cette contre-offensive n'est pas du tout une contre-offensive. Ils l'appellent simplement une opération locale. Rien à signaler ici. Alors, pourquoi ce silence ? Nous y reviendrons dans un instant. Mais d'abord, laissez-moi expliquer pourquoi cette contre-offensive a été possible. Tout revient à Starlink. Et pour comprendre pourquoi perdre Starlink a été si catastrophique pour la Russie, nous devons comprendre comment ils l'utilisaient. Exactement. Vous voyez sur les lignes de front, les drones russes emploient souvent des câbles à fibre optique, pouvant s'étendre sur 80 km depuis la rampe de lancement. C'est pourquoi l'Ukraine n'a plus de ligne de front traditionnelle. C'est une immense zone grise qui s'étend sur 15 à 25 km dans chaque direction, car les drones des deux camps peuvent parcourir cette distance. Mais Starlink n'alimentait pas directement les drones sur la ligne de front. Starlink alimentait quelque chose de plus important, la communication et la coordination. Voici comment ce système fonctionnait. Disons qu'un éclaireur russe repère un véhicule ukrainien. Eh bien, il télécharge cette vidéo instantanément dans une discussion de groupe. Ensuite, les commandants, les opérateurs de drones, les unités d'artillerie voient tout cela en temps réel. En moins de 30 minutes après avoir été repéré, cette position est frappée. Des drones, des missiles, tout ce qui est disponible arrivent en volant. C'était un énorme problème, car cela signifiait que les Ukrainiens devaient constamment se déplacer pour survivre. Mais cette rapidité n'a été possible que grâce à l'Internet par satellite. La Russie ne dispose pas de son propre système satellitaire fiable. Ils ont donc utilisé Starlink, acheté via des pays tiers et introduit clandestinement sur le front. Puis, le 5 février, tout a cessé de fonctionner. D'abord, des rapports ont commencé à arriver de soldats russes, disant « Hé, pour une raison quelconque, mon Starlink ne se connecte pas. » Mais tout le monde pensait que c'était un bug. Mais ensuite un jour est passé, puis 2 jours, et de plus en plus de terminaux se sont éteints. À ce moment, les Russes ont commencé à penser que c'était plus grave qu'un simple bug. C'est à ce moment-là que le ministre ukrainien de la Défense a annoncé qu'il travaillait directement avec SpaceX pour désactiver les terminaux non autorisés, et que les dégâts étaient déjà faits. Le commandement et le contrôle russe étaient bloqués. Le pire dans tout cela, c'est que tout cela a été une surprise, donc les Russes n'avaient vraiment aucune préparation ni de plan B en cours. Mais ensuite, quelques jours plus tard, Poutine a empiré la situation. Vous voyez, la coupure de Starlink a du sens. C'est une technologie américaine détenue par une entreprise américaine. Mais, quelques jours plus tard, Poutine a coupé Telegram. Et c'est assez intéressant parce que Telegram est une application russe, fondée par un Russe. Alors pourquoi Poutine interdirait-il la plateforme de son propre pays ? La réponse est simple, la liberté d'expression. Vous voyez, il y a seulement quelques semaines, l'Ukraine a créé une base de données sur Telegram. Elle a publiquement nommé 156 000 Russes tués dans cette guerre, plus 96 000 blessés. Bien sûr, ce n'est pas une liste complète, car nous le savons. La Russie a subi plus de 1,2 million de pertes au total. Mais 156 000 morts confirmés avec des noms, c'est déjà 3 fois plus que ce que le Kremlin admet. La Russie affirme officiellement que seulement 50 000 personnes ont été victimes de pertes. Mais maintenant,
L'Ukraine donnait un nom à chaque personne décédée. Et la réponse du Kremlin à tout cela a simplement été de bloquer le site. Bien sûr, ce n'était pas la seule raison, vous voyez. Telegram est une épine dans le pied de Poutine depuis qu'il a lancé cette opération militaire spéciale de 3 jours. Un blogueur de guerre russe explique pourquoi il fallait supprimer Telegram. Écoutez bien. Ouais. Je pense que bien sûr, le problème n'est pas que Telegram ne respecte pas la législation russe, ou du moins, ce n'est pas seulement ça. Disons-le comme ça. Remercions collectivement tous ces innombrables initiés anonymes, blogueurs et personnes très intelligentes qui, tout ce temps, ont diffusé toutes sortes de bêtises. Quelle panique il y a eu lors de l'invasion de la région de Koursk et ainsi de suite. Il y a un très grand nombre de tels épisodes. J'ai déjà dit à la fin du premier bloc qu'en ce qui me concerne personnellement, l'État en a assez de tout cela. Pour moi, l'État est lassé de tout cela. Probablement. Et très probablement, bien sûr, Telegram sera bloqué. Je l'ai dit et je l'ai oublié, comme on dit. Et maintenant, nous y sommes. On en est arrivé au point où ils l'ont restreint, à cause de ceux qui prédisaient toujours la mobilisation. Ils partageaient des informations d'initiés brillantes sur ce qui se passait au front, alors qu'en réalité, bien sûr, rien de tout cela ne s'y passait. Ils racontaient des histoires sur ce qui allait se passer plus tard. Et bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en gros, certaines personnes en ont probablement eu un peu marre de tout ça. Les blogueurs de guerre russes, sur Telegram, évoquaient des sujets que le Kremlin voulait absolument garder secrets. Les pertes sur le front, les offensives ratées, le manque d'équipement, et même l'invasion russe qui a eu lieu à Koursk. De plus, certaines de ces chaînes Telegram avaient des centaines de milliers d'abonnés russes. Un seul message pouvait toucher plus de Russes que la télévision d'État en une journée, et Vladimir Poutine ne contrôlait plus le récit, alors il a supprimé totalement la plateforme. Mais il n'y avait pas que les journalistes russes sur Telegram, les forces russes en première ligne l'utilisaient aussi. Et maintenant, ils n'ont plus Starlink ni Telegram, donc les résultats sont exactement ceux à quoi on pouvait s'attendre. Sans Starlink, la coordination des frappes en 30 minutes n'existe plus, et sans Telegram, les commandants ne peuvent communiquer avec leurs unités. Les informations qui circulaient instantanément auparavant ne circulent plus du tout maintenant. À cause de cela, la Russie a dû annuler des offensives prévues. Ils n'ont pas pu attaquer les positions ukrainiennes parce qu'ils ne pouvaient pas coordonner une attaque. Et cela a donné à l'Ukraine quelque chose qu'elle n'avait pas auparavant. Du temps. Cela a donné à l'Ukraine le temps de contre-attaquer, et en plus de cela, cela a donné à l'Ukraine le temps de faire autre chose. Quelque chose qui comptera encore plus dans les mois à venir. Vous voyez, pendant que la Russie s'efforce de rétablir les communications, l'Ukraine construit des fortifications sur toute la ligne de front. C'est quelque chose de très important, et même la Russie le sait. Souvenez-vous, l'an dernier, quand Poutine est venu en Alaska, il voulait convaincre Trump que la Russie refusait tout cessez-le-feu, car cela permettrait à l'Ukraine de renforcer ses défenses. Et une fois que l'Ukraine aura de meilleures lignes défensives, cela signifie que la Russie aura plus de difficultés à gagner du terrain. Et cela signifie que la Russie sera obligée de négocier à partir d'une position plus faible. Plus l'Ukraine a de temps pour construire des lignes défensives, plus ils perdent d'influence dans les négociations. Poutine voulait négocier pendant la guerre, tandis que l'Ukraine voulait le faire avec un cessez-le-feu. Mais l'Ukraine n'a jamais obtenu ce cessez-le-feu. Désormais, ils ont le temps nécessaire pour bâtir des lignes défensives, ce qui rend la coupure des communications d'autant plus cruciale. Pendant que la Russie ne peut pas coordonner ses attaques, l'Ukraine construit des défenses qui rendront les offensives futures encore plus coûteuses. Maintenant, vous pourriez penser que les soldats russes blâmeraient l'Ukraine pour leurs pertes, mais de plus en plus, les Russes blâment en réalité le Kremlin. Certains soldats russes affirment maintenant qu'il y a des espions au sein du haut commandement russe. Il y a des agents étrangers qui font délibérément tuer des Russes. Écoutez simplement. Eh bien, moi et mes camarades, y compris ceux du combat. Nous pensons qu'un groupe d'agents et d'espions siège aux plus hauts échelons du pouvoir, y compris ceux qui ont livré la région de Kherson, Kherson même, la région de Kharkiv, Izium, ceux qui ont permis aux forces armées ukrainiennes d'entrer dans la région de Koursk, c'est bien eux. J'ai dit, et je continuerai à le dire, qu'un groupe d'espions opère aux plus hauts échelons du pouvoir. Oui, certains disent qu'il y a des idiots au sommet, des gens corrompus, qu'il n'y a pas d'espions. Cela s'est déjà produit dans l'histoire. Très pratique. Avoir des imbéciles corrompus est une chose, mais ce sont les nôtres. Ce n'est pas grave, cela s'est déjà produit dans l'histoire. Nous allons endurer.
C'est autre chose de réaliser qu'il y a un groupe de traîtres et d'agents au pouvoir qui échouent délibérément leur OMS, qui ruinent délibérément la vie des soldats et des officiers, qui font exprès de plonger lentement le pays dans la ruine. Ils l'affaiblissent de l'intérieur et de l'extérieur, et comme on le voit, la Biélorussie est notre seul allié. Le reste, ils nous ont tourné le dos par faiblesse, conscients de leur infériorité face aux plus forts. Cette coupure de Starlink a révélé que nous n'avons rien. Oui, les forces armées de l'Ukraine vont l'activer maintenant, et nous ne l'aurons pas. Et il n'y a pas de remplacement pour cela, parce que l'exploration spatiale russe a été presque complètement détruite. Voilà à quel point la confiance est brisée. Sur la ligne de front, les soldats croient que leur propre commandant travaille pour l'ennemi, et les chiffres expliquent leur colère. Pour chaque Ukrainien tué, la Russie en perd 27. Et je ne parle pas de 27 blessés, je parle de 27 Russes morts. Ce ratio n'est pas tenable, et les soldats russes le savent. Nous savons tous que la Russie est un pays plus grand que l'Ukraine. Mais la Russie n'a que 4 fois la population, pas 27 fois la population. Et cela ne va clairement pas durer très longtemps. Pendant ce temps, une guerre civile a éclaté parmi les journalistes russes. Une sorte de guerre civile, et ça devient moche. Un camp affirme que Telegram devait être interdit parce que les journalistes révélaient trop d'informations sur la guerre, et ils blâment les messagers, tandis que l'autre camp riposte, comme le dit sarcastiquement un blogueur russe sur la guerre. Si ce n'était pas pour les correspondants de guerre, nous n'aurions pas perdu Arsan, nous aurions pris le contrôle des coupons, et il n'y aurait pas eu d'invasion. À propos de Koursk, vous nous reprochez les échecs de votre armée. Vous voyez, ces blogueurs de guerre ne sont pas des figures de l'opposition, ce sont tous des nationalistes pro-guerre qui se retournent les uns contre les autres, parce que la guerre se passe très mal pour Poutine. Alors, quelle est la solution russe à tout cela ? Eh bien, le Kremlin veut forcer tout le monde à utiliser une application contrôlée par le gouvernement. L'armée russe oblige les soldats à utiliser Max, qui est une application créée par le gouvernement pour le gouvernement. Le Kremlin peut en gros tout voir, chaque message et chaque utilisateur. Mais il y a des problèmes avec cette application, surtout puisque le Kremlin veut que l'armée l'utilise en premier. Max nécessite un numéro de téléphone russe, et c'est intentionnel. Poutine veut identifier chaque utilisateur, mais cela signifie aussi que si quelqu'un pirate le système, il peut identifier chaque soldat russe et leur identité. En plus de cela, la sécurité de cette application est terrible. Telegram comptait plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde, et avait été testé en sécurité pendant des années. Max a été développé ces derniers mois. L'histoire montre que les gouvernements ne protègent pas vraiment les informations sensibles. En fait, cette application est tellement mauvaise que même l'église russe appelle désormais à prier pour le déblocage de Telegram. Quand une église prie pour que votre application de messagerie revienne, les choses deviennent étranges. Mais malgré tout cela nous en dit long sur l'état d'esprit de Poutine. Il y a une raison pour laquelle il interdit des choses, il réprime toute trace, et il force les gens à utiliser une application qu'il a lui-même créée. En plus, il n'a pas seulement interdit Telegram, mais aussi YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux étrangers. WhatsApp a été interdit la semaine dernière, en même temps que Telegram. Mais surtout, WhatsApp n'était pas utilisé pour s'informer. Les Russes l'utilisaient pour la famille, les groupes et les discussions privées. Et malgré le fait que WhatsApp était une application assez privée et qu'elle était la plus utilisée du pays, plus populaire que Telegram, Poutine l'a interdite. Cela nous montre que Poutine ne veut pas que les Russes communiquent, là où il ne peut pas les surveiller. Il ne veut pas qu'ils apprennent des choses qu'il ne contrôle pas. Et la raison en est simple. La guerre ne se déroule pas comme il l'avait prévu. Il voulait vraiment que tout cela soit terminé en 3 jours. Et voici le président finlandais, Alexandre Stubb, qui explique exactement comment Poutine a échoué stratégiquement. Écoutez bien. Je ne vais pas vous donner de conseils, mais je pense que vous êtes en train de gagner cette guerre. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est que Poutine a échoué stratégiquement. Il voulait rendre l'Ukraine russe, elle est devenue européenne, il voulait empêcher l'élargissement de l'OTAN, il a eu la Finlande et la Suède, et il voulait maintenir nos dépenses de défense à un niveau bas. Et maintenant, elles augmentent jusqu'à 5%. Deuxièmement, il est en train de perdre sur le plan militaire. Rappelez-vous qu'au début de la guerre, la Russie avait acquis 12% du territoire ukrainien. Cela fait 12 ans depuis lors, 8%. Au cours des 2 dernières années, 1%. En décembre, l'Ukraine a réussi à tuer 34 000 soldats russes qu'ils n'ont pas pu remplacer par de nouveaux recrutements.
Ma réponse est de poursuivre vos actions et à la fin, vous l'emporterez et gagnerez cette guerre.